Les députés issus des élections législatives du 29 avril avaient effectué leur rentrée parlementaire le 21 mai 2024. Crédité d'un député au Parlement, l'Alliance nationale pour le changement ANC ne compte pas siéger à l'hémicycle. L'ANC n'a pas un député à l'Assemblée nationale. On nous a attribué un député et c'est une des raisons pour lesquelles nous disons que nous n'allons pas siéger dans cette Assemblée nationale parce qu'il n'appartient pas à un parti politique, fût-il le RPT uni, d'attribuer à qui il veut des sièges à l'Assemblée nationale. Ces élections du 29 avril ont été truffées de fraudes, les bourrages d'urnes, les manipulations des PV aussi bien dans les bureaux de vote que dans les CELI. Et vous avez suivi avec quelle arrogance la Cour constitutionnelle a géré avec mépris les recours formulés par les candidats de l'opposition. Et on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, laisser faire le RPT uni qui est en train d'entraîner le peuple togolais, surtout la jeunesse, dans une certaine immoralité, parce que gouverner par la fraude, c'est enseigner à la jeunesse que pour exister, il faut frauder. Et là, on s'est dit non à ce comportement. Une décision motivée par la crédibilité des élections et la nouvelle constitution. Ce refus se justifie également par le fait que ces élections avaient eu lieu sous l'égide de la Constitution de 1992 et qu'à l'arrivée, on nous présente une autre Constitution qui n'a plus les mêmes réalités que celle sous l'égide où nous étions allés à ces élections. La prétendue Constitution de Faure-Gnassingbé du 6 mai a des incongruités énormes. Mais avant de pointer ces incongruités, il faut signaler que les députés qui avaient voté cette nouvelle constitution n'avaient plus le mandat du peuple. La constitution a été votée le 19 et ils en sont conscients, d'autant plus que dans leur nouvelle constitution, à l'article 9, que les députés siégeants restent en place jusqu'à la prise de fonction effective des nouveaux élus. Ce qui signifiait que ces députés, en restant en place, devraient expédier les affaires courantes. Je dis bien qu'ils en sont conscients puisque dans la nouvelle formulation, il y est dit que les députés siégeants restent en place et gardent la plénitude de leurs prérogatives. S'ils ont trouvé qu'il était nécessaire de dire qu'ils gardent la plénitude de leurs prérogatives, ça voudrait dire qu'ils savent que les députés ne pouvaient pas engager la responsabilité des Togolais hors mandat. Selon le parti Orange, point n'est besoin de s'associer avec des gens illégalement élus. Cette position reste aussi partagée par les forces démocratiques pour la République, les FDR de Dodi Paul à Pevon. Les forces démocratiques pour la République FDR de Maître Dodi Pevon ne siégeront pas non plus à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite aux élections législatives et régionales du 29 avril dont les résultats sont contestés par le parti. En effet, dans un communiqué, les FDR disent maintenir leur combat contre le projet de changement de constitution qu'ils qualifient de forfaiture visant selon elles à monarchiser le pays. Selon Dodi Pevon, président du parti, la présence des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale reviendrait à reconnaître implicitement cette constitution contestée. Les FDR poursuivent en appelant à une refonte complète du processus en faveur d'un engagement de tous les citoyens afin de parvenir à un système politique démocratique. Ainsi, les FDR rejoignent l'ANC de Jean-Pierre Fabre qui aussi a confirmé vendredi dernier sa décision de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Ce dernier, pour rappel, dit n'avoir pas vocation à valider l'immoralité et l'indécence politique ainsi que la culture de l'illégalité. Pour le parti Orange, les candidats proclamés élus à la suite des législatives ont été tout simplement et arbitrairement désignés en marge d'un décompte effectif et sincère des voix.
Le ton est donné au Hajj 2024 pour les musulmans au Togo. Le 30 mai dernier, la première vague de 340 pèlerins togolais a rejoint Médine en Arabie Saoudite. Ce vol est le premier des 8 prévus pour permettre à 2425 fidèles de se rendre à la Mecque pour accomplir le Hajj 2024, 5e pilier de l'islam. Avant leur départ, les pèlerins ont été honorés par la visite du colonel Awate Odabalo, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires et président de la Commission nationale du Hajj, CNH. Il était accompagné du colonel Madjoulba Batossi Kaliste, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et du lieutenant-colonel Idrissou Abdou Ahabou, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo. Notons que ce pèlerinage, 5e pilier de l'islam, est une occasion pour les fidèles musulmans de confirmer encore leur foi en Allah, l'adorer et le prier pour le pardon de leurs péchés afin qu'il leur accorde le paradis. Le départ s'est effectué en présence de 3 officiels venus s'entretenir une dernière fois avec les candidats au pèlerinage. Ces derniers ont été conviés à prier, non seulement pour eux, mais aussi pour tout le peuple togolais et pour la paix, afin que le Togo continue de bénéficier de la bénédiction d'Allah. Cette année, les autorités ont tout mis en œuvre pour permettre aux pèlerins de voyager dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Le ministre a également rappelé aux fidèles musulmans qu'ils sont les ambassadeurs du Togo à la Mecque et qu'ils doivent respecter les lois et les règlements du pays d'accueil pour la réussite du Hajj. Pour rappel, d'autres vols sont prévus pour les autres vagues restantes et ce jusqu'au 6 juin. Par ailleurs, le quota de pèlerins dont dispose le Togo cette année est de 2400 pèlerins encadrés par 25 de la délégation officielle, ce qui fait un total de 2425 pèlerins togolais. Sous un soleil de plomb, à l'ouest de Dori, les exilés du camp de Wendou 2 vivent chichement. Depuis 2 mois, le temps s'est figé pour Awa. Nous n'avons même pas la force de bouger. Quand on dit on veut repartir, c'est lorsqu'on a laissé quelque chose derrière soi. Mais même si c'est difficile dans le camp, là d'où nous venons, c'est pire. On n'a pas d'autre choix que de rester dans ces conditions. Pas d'autre choix que d'être là. Pourtant, la sécurité des déplacés burkinabés est loin d'être assurée. Le camp de Wendou a été attaqué en septembre dernier par des djihadistes, des groupes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, ceux-là même qui ont contraint Kirissi à l'exil. Ils sont venus dans notre village, ils nous ont menacés, ils ont volé notre bétail, ils ont tué des gens. C'est pour ça qu'on a dû fuir et qu'on est arrivé ici. À quelques kilomètres de là se trouve un autre camp de fortune et toujours la même précarité. Face à ce qu'il vit comme une impasse, Amadou est désespéré. Depuis que nous sommes là, personne n'est venu voir comment nous vivons ici. Nous sommes juste là, sans rien. Nous devons compter sur nous-mêmes pour survivre, avec ce que nous pouvons gagner à Dori. En 2023, un rapport officiel établissait qu'un quart des 2 millions de déplacés au Burkina Faso venaient du Sahel, une crise qui continue de s'aggraver dans l'indifférence généralisée. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov poursuit sa tournée africaine au Congo. Monsieur Lavrov a rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso dans la ville d'Oyo mardi, selon un communiqué officiel de Brazzaville. Il n'a pas été précisé quels autres pays figuraient sur son itinéraire dans le courant de la semaine. Monsieur Lavrov s'est rendu à plusieurs reprises sur le continent africain au cours des 2 dernières années, la Russie cherchant à obtenir le soutien ou au moins la neutralité de bon nombre de ces 54 pays dans le contexte de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou. J'espère pouvoir discuter de tout en détail et aussi de nos relations et de la coordination de nos actions sur la scène internationale, en premier lieu à l'ONU en ce qui concerne les relations russo-africaines. Lundi, M. Lavrov a rencontré le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyate. Le gouvernement guinéen a déclaré dans un communiqué que la réunion avait pour but de discuter des domaines de coopération mutuelle sans donner plus de détails.
Il y a un an au Kenya, des fosses communes contenant des corps d'adeptes de sectes évangéliques étaient découvertes dans la forêt de Shakahola. Ce lundi marque la reprise et le lancement de la phase 5 des fouilles. Ici, le pasteur Mackenzie prêchait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Le bilan des exhumations a fait état de 429 cadavres, mais faute de place à la morgue, les enquêteurs ont été contraints de suspendre les recherches. Le service des enquêtes criminelles entend fouiller 34 nouvelles fosses communes. Sur les corps déjà retrouvés, seuls 34 ont pu être identifiés et rendus aux familles. Le massacre de Shakahola a déjà fait presque 2 fois plus de victimes que l'attaque terroriste la plus meurtrière au Kenya. Dans cette affaire, le pasteur Paul Mackenzie et ses co-accusés ont été inculpés en début d'année. Ils devront répondre de plus d'une dizaine de chefs d'accusation dont homicide involontaire, terrorisme, torture et cruauté sur enfants. Le procès pour terrorisme devrait démarrer le 8 juillet prochain. En Haïti, Gary Coney a officiellement pris fonction lundi. Le Conseil présidentiel lui a remis l'ampliation de l'arrêté le nommant lors d'une brève cérémonie à la résidence présidentielle à Port-au-Prince. Arrivé samedi dans la capitale, celui qui a déjà occupé cette fonction de Premier ministre de 2011 à 2012 a pris la mesure de la tâche qui lui incombe et a invité les différentes parties à travailler ensemble. C'est assez intéressant pour la population haïtienne. De ce mandat, ce qui sera assez intéressant pour les populations haïtiennes, c'est d'arriver à mettre de côté nos différends politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. La tâche qui attend Gary Coney est colossale. Il devra rétablir l'ordre dans un pays gangréné par les gangs. Pour cela, il pourra compter sur une force multinationale dont le déploiement se fait toujours attendre. Des dizaines de milliers d'enfants en Afghanistan restent affectés par les crues soudaines, en particulier dans le nord et l'ouest du pays. Les pluies saisonnières inhabituellement fortes cette année ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays, tuant des centaines de personnes et détruisant les biens et les récoltes. Je m'appelle Adjera. Je viens du village de Sheikh Jalal à Baglan. J'étais chez moi lorsque notre maison a été détruite par l'inondation. 3 d'entre nous ont survécu, mais ma sœur est morte. Mon père, mon frère et moi avons pu sortir de la maison, mais ma sœur est morte. L'inondation nous a emportés, mais mon père a survécu près de la rue. J'ai survécu près de la maison de Haji Khair Mohammad. Mon frère a survécu près de la maison de Nazir. Ma sœur m'a dit de lui tenir la main, mais je n'ai pas pu, alors l'inondation l'a emportée et elle est morte. Mes cahiers et mes livres d'école qui se trouvaient à la maison ont aussi été emportés par les eaux. Sans eux, je ne peux pas continuer mes cours. Les inondations ont emporté notre maison et nos biens, il ne reste plus rien. L'UNICEF a déclaré que ces conditions météorologiques extrêmes présentaient toutes les caractéristiques d'une crise climatique qui s'intensifie. Selon l'ONG Save the Children, environ 6,5 millions d'enfants en Afghanistan devraient connaître des niveaux de faim critiques en 2024. Des milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée mardi par Yoon Suk-yeol alors que son pays recevait le premier sommet Corée du Sud-Afrique. Séoul entend renforcer la coopération avec le continent, notamment dans les domaines des minéraux et de technologies. Le climat figure aussi en bonne place. Afin de répondre au changement climatique, les dirigeants et les membres participants ont convenu de former une structure de financement du climat qui reflète le besoin de l'Afrique de répondre à la menace. En outre, la Corée du Sud a décidé de développer des projets tels que K-Rice Belt qui peuvent contribuer à renforcer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine a fait part de son optimisme pour un partenariat durable. En conclusion, je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable,
et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective. Je vous remercie pour votre attention. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud.